Voilà, on va aller plus loin tout de suite avec Christian Pinaudot. Bonjour, ancien Bonjour. sylviculteur. Les sylviculteurs, ce sont ces professionnels qui contribuent à entretenir ou à cultiver la forêt, experts donc en gestion du risque forestier. Vous êtes auteur notamment de ce livre, Échec au feu de forêt contre l'incendie. Un mot, on vient de voir ces images terribles, dévastatrices, situation dramatique, disait Pedro Sanchez ce matin. On a le sentiment que l'homme est très peu de choses là aujourd'hui face à ces incendies. Est-ce que ça vous étonne déjà qu'on en soit arrivé là aujourd'hui ? Pas du tout. D'abord, l'homme est très peu de choses, mais il est à l'origine des feux. 90% origine humaine. Ça, c'est la moyenne annuelle en France. Mais en juillet-août, c'est 98%. Donc déjà, l'homme est à l'origine de la plupart des feux. Donc, il compte beaucoup. Et puis ensuite, il se trouve que j'ai travaillé aussi un peu sur l'Espagne et le Portugal. Et comme en France, si vous voulez, le point faible de l'organisation du système de lutte contre les incendies de forêt, c'est la prévention. Pourquoi ? Parce que la bataille du feu est quand même beaucoup plus spectaculaire, beaucoup plus télévisuelle et politiquement, si j'ose dire, immédiatement comptabilisée. Tandis que la prévention, c'est, comme disait un auteur célèbre, c'est vaincre sans bataille. Donc c'est un travail de tous les jours, de très longue haleine. Ça veut dire être capable de quadriller une forêt avec des pistes, mettre des points lots tous les 300 ou 500 mètres, de telle façon que le jour où un incendie se démarre, les services de lutte puissent intervenir le plus rapidement possible. Et ça s'appelle la prévention réduction du risque. Puis vous avez ce qu'on appelle aussi la prévention limitation du risque, et ça, c'est le débroussaillement. Mais pour débroussailler, d'abord, il faut avoir des forestiers, des personnels pour le faire. Et quand on regarde, par exemple, là, vous citiez la province de Guadalajara, c'est une province très désertique, avec très peu... Les agriculteurs, il n'y en a pratiquement plus dans cette région. Donc c'est du maquis arbustif, pas entretenu. Avec les Ça brûle très vite, donc. Voilà, c'est un combustible extrêmement dangereux. Et a fortiori avec le climat dans lequel on se trouve, avec le changement climatique, donc plus de sécheresse. Et donc là, vous avez, comme en Gironde, on va y venir tout à l'heure, avec le vent, qui est le principal ennemi des pompiers, eh ben vous avez le cocktail explosif idéal. Le fameux vent qui tourne, hein, on ne voit pas venir. 2 pompiers français sont décédés à Mérignac en début de semaine en raison de ces vents tournants et qui rendent encore plus difficile la tâche. On va retrouver tout de suite Maude Petit-Jovet, qui est notre envoyée spéciale et qui se trouve donc au sud-ouest de Madrid. Maude, bonjour. On l'aura compris, la situation est extrêmement difficile là, en ce début d'après-midi au moment où l'on se parle. Ces feux apparaissent incontrôlables et je crois que l'enjeu là, au moment où l'on se parle, c'est d'éviter la fusion de plusieurs foyers. Oui, exactement. Je me trouve actuellement au centre de commandement de Cenicientos, qui est à 1h30 de Madrid. C'est de là que toutes les opérations sont coordonnées. Et autour de moi, se trouvent les 3 feux de la région de Madrid. Et vous le disiez tout à l'heure, le ministre de l'Intérieur était présent ici même et c'est lui qui a parlé de cette inquiétude. Il a dit qu'il fallait éviter que ces 3 feux se rejoignent. Et c'est inquiétant puisque le vent complique beaucoup le travail des pompiers. Il souffle jusqu'à 50 km/h aujourd'hui. Hier, à minuit, le ministre de l'Intérieur avait déclenché l'état d'urgence national. Alors concrètement, habituellement, ce sont les régions qui gèrent les urgences, la protection civile. Cette fois-ci, maintenant que nous sommes en état d'urgence nationale à Madrid et en Castille et Léon, eh bien, toutes les ressources peuvent être mobilisées partout dans le pays pour venir sur le feu. Plus de 10 000 personnes ont été évacuées rien que sur les 3 incendies de la région de Madrid. En Castille et Léon, dans la région limitrophe, 9 feux sont actifs. Et le plus préoccupant, c'est celui qui s'appelle Burgo Hondo. 1500 personnes ont été évacuées puisque les flammes avançaient de façon très rapide. Ce matin, l'Espagne a demandé l'aide de Bruxelles. Elle demande notamment au moins 4 avions pour aider à l'extinction de ces feux.
Pour qu'on comprenne bien, Maud, ce qui est en jeu, ici, il y a des évacuations en cours, hein, en Espagne aussi, tout comme en France. On va y arriver dans quelques instants. Mais si fusion il y avait de ces feux, Madrid serait menacé, ces foyers qui sont à quelques dizaines de kilomètres de la capitale? Oui, c'est l'inquiétude. En tout cas, d'ailleurs, il y a trois nouvelles villes qui ont été évacuées ce matin et elles sont de plus en plus proches de la capitale. Les feux, ces feux qui ravagent l'Espagne depuis un moment, ils sont vraiment très particulièrement ravageurs cette année. Ils arrivent plus tôt, ils sont plus forts que les précédentes années. Ils ont brûlé 80 000 hectares en 20 jours en juillet. 30 000 hectares seulement sur la province de Guadalajara, vous en parlez tout à l'heure, c'est au nord de Madrid. Pedro Sánchez était sur place il y a 2 jours et il avait annoncé 300 millions d'euros d'investissement pour lutter contre le réchauffement climatique, puisque pour lui, il ne faut pas juste réagir, mais il faut anticiper. L'Espagne, c'est le pays de l'Union européenne qui a le plus brûlé en 2026, environ 120 000 hectares, 3 fois plus qu'en France. Merci beaucoup, Maud. Donc, au plus proche, on vous retrouvera évidemment pour prendre le pouls, pour rebondir à ce que disait Maud sur les moyens annoncés et engagés. Ça brûle beaucoup en Espagne. En comparaison des moyens mis sur la table, est-ce que c'est suffisant ou pas? Il parle de prévention, Pedro Sánchez, mais est-ce que la prévention est suffisante? C'est dans l'ordre chronologique de l'efficacité d'un système de défense, c'est la première condition, la prévention. Que vous soyez dans n'importe quelle entreprise, la première chose que l'on fait, c'est organiser la prévention des risques. Ce qui n'est pas fait à l'échelle des forêts françaises, des forêts espagnoles et portugaises, et en particulier, la moyenne, effectivement, en Espagne, c'est 120 à 150 000 hectares par an. Au Portugal, c'est quasiment pire. Donc, et ça fait des années que ça dure. Ça ne vient pas de sortir. Tout ça, que ce soit en France ou en Espagne, ce sont des plans de risque qui étaient annoncés, prévisibles et prévus. On a un sentiment, vu d'ici, que d'année en année, le risque et la condition s'accentuent, voire se dégradent, même qu'on fait face à des feux toujours plus virulents et de moins en moins contrôlables. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est seulement un sentiment ? Non, c'est un ressenti parce qu'on est toujours confronté à une situation immédiate et donc le ressenti est différent. Historiquement, si vous voulez, la décennie noire des incendies de forêt en France, c'est 1985-1995. On brûlait 40 à 50 000 hectares de forêt et non pas de végétation, comme on dit aujourd'hui, de forêt par an. Donc on a fait d'énormes progrès puisque entre le nombre de départs de feu et la surface brûlée, ça n'a fait que baisser jusqu'en 2022. Donc on a fait un gros travail quand même là-dessus. Et avec un système de lutte parmi les plus performantes de l'Union européenne en France. Efficace malgré tout. Oui. Aucune victime civile, il faut le dire, en France. Parce qu'en Espagne, il y a eu des morts depuis le début de cette saison estivale. Aucune victime civile en France. Et puis, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que 95% des départs de feu ne dépassent pas 2 ou 3 hectares. Donc et malheureusement, tous les ans, il y a une dizaine de feux qui échappent à cette statistique parce que conditions particulières, exceptionnelles. Avec cet enjeu majeur, les autorités le rappellent à chaque prise de parole, préserver en priorité évidemment la vie et tenter de limiter autant que possible les dégâts matériels. Des dizaines d'habitations malgré tout ont été touchées par les flammes ces dernières heures en France. Nuit particulièrement difficile en Gironde. On entendait tout à l'heure la préfète de Gironde faire le bilan de la nuit qui vient de s'écouler dans la région du Cap-Ferret. 35 000 personnes ont été évacuées ces derniers jours, ces 2 derniers jours. Ordre a été donné même ce matin à tous les résidents de la presqu'île de partir par la mer ou la route. Je vous propose de regarder le récit de ces dernières heures avec nos confrères de France 2. Une nuit en enfer pour les pompiers engagés à Lège-Cap-Ferret. Le scénario tant redouté est arrivé. Là-bas, ça brûle. Le feu a gagné ce quartier résidentiel. Les équipes ont en urgence besoin de renforts. On a deux baraques qui vont partir, ça n'arrive pas vite là. Je suis en face. Il faut choisir celle-là ou celle-là? Non, là on va pas choisir, on va sauver les deux. Les unes après les autres, les maisons s'embrasent.
Avec les lances, les pompiers tentent de protéger un maximum de pavillons. Mais la lutte est inégale. On n'est pas assez nombreux là. Non, on n'est pas assez nombreux là. Non, on n'est pas assez nombreux, mais on fait comme on peut parce que c'est la guerre. La nuit va être longue. Bon, il n'y a pas de nuit là, on dort pas. Malgré les efforts, les pompiers sont cernés, comme le constate notre équipe sur place. Un feu, deux feux, un troisième feu derrière les pompiers, un quatrième feu avec une maison qui brûle et qui est laissée aux flammes. Et juste ici, une cinquième maison qui est en train de brûler que les pompiers tentent de sauver. Ils sont débordés par tous ces départs de feu ici à Lège-Cap-Ferret. Les pompiers livrent un combat de tous les instants pour ne pas perdre ce quartier. Mais les flammes, attisées par le vent, rendent difficile la tâche. Mobilisés pendant 48 heures d'affilée, les soldats du feu sont au bord de l'épuisement. Même si on est fatigué, on se donne pour les gens, on se donne pour nos copains qui sont tombés mardi. C'est toujours tout ça. Vous avez sauvé des maisons, mais on en va aussi partir. Qu'est-ce que ça vous fait? Ça nous rend triste. On se sent impuissant. Dans ces conditions, quelques riverains tentent de se rendre utiles. Pour leur donner un coup de main, quoi, pour alimenter le fourgon, pour s'aider mutuellement, quoi. Et ça vous fait pas peur? Votre maison, elle est juste là, c'est ça? C'est ça, ouais. Et j'ai vu les braises arriver, incandescence. Face à l'incendie toujours plus virulent, les risques sont de plus en plus nombreux. Ouais. Y'a la capitaine. Bouteille de gaz. Des bouteilles de gaz viennent d'exploser. Il faut partir, c'est dangereux, c'est trop dangereux. Partez. Les gendarmes au pas de course vont de maison en maison pour prévenir les habitants et ordonner immédiatement leur évacuation. Peut-être qu'on aurait pu être évacué avant, je ne sais pas. Au lieu d'attendre la pleine nuit, on ne va pas leur jeter la pierre. Hein. Le cœur gros, ces riverains doivent se résoudre à laisser derrière eux leur maison. Les pompiers, eux, continuent de livrer bataille. La relève n'arrivera qu'au petit matin. Christian Pinaudot, vous réagissiez aux images là qu'on vient de voir et aux témoignages à l'instant. Vous me disiez, ce sont les habitations et la forêt qui se côtoient avec des arbustes, des broussailles. Ce sont les ingrédients rêvés pour qu'un feu prenne et se propage. Absolument. En plus, il y a c'est une spécialité française, ça. On a des obligations légales de débroussaillement, mais qui ne sont pas applicables ou pas appliquées. Donc, le fait qu'elles soient des obligations légales, ça nous fait une belle jambe, si j'ose dire. Le problème, c'est que ces maisons sont aux confins des milieux forestiers, et s'il n'y a pas une barrière, une zone tampon, comme on dit dans notre jargon, autour de ces ensembles immobiliers, eh ben, ils vont brûler. Et en plus, ça complique le travail des pompiers, parce qu'ils se rendent compte que ces maisons sont sous les arbres quasiment. Et donc, ils essayent de les défendre en priorité. Pendant ce temps-là, la forêt brûle. Et donc, c'est une espèce de cercle vicieux qui s'installe, d'une spirale négative. Tout ça attisé par un vent là On s'attendait hier soir à ce que, en principe, si vous voulez, la nuit, le vent tombe. On s'attendait hier soir, on espérait ça hier soir du côté du Cap Ferret. Et bien, malheureusement, non seulement il n'est pas tombé, mais il a accéléré. Il s'est renforcé. Ouais. Il s'est renforcé. Donc la nuit a été un cauchemar, c'est clair. Et tant que le vent sera dans ce rythme-là, les pompiers vont essayer de limiter la casse jusqu'à ce qu'ils s'arrêtent. Vous réagissiez aussi à cette explosion là de gaz. On va être avec une témoin dans quelques instants à Biscarrosse. Une autre témoin nous disait ce matin, toute la nuit, on entendait ces explosions. Et oui, des bouteilles de gaz qui sont présentes dans les maisons, qui peuvent être touchées. Il y a des réflexes qu'on n'a pas parce que on n'est pas préparé, même si on l'a un peu mieux que l'année d'avant et peut-être un peu moins que celle qui viendra l'année prochaine. Mais il y a des gestes encore réflexes à avoir à acquérir. On s'imagine toujours que ça n'arrivera pas chez nous ou chez soi. Mais effectivement... Vous me disiez la bouteille de gaz, il faut la mettre dans la piscine si on a une piscine. Il faut un endroit où on puisse les enterrer, les ensabler, si j'ose dire, ou alors on les met dans la piscine. Le pompier qui a été blessé, c'est hier ou avant-hier, c'est à la suite de l'explosion d'une bouteille de gaz. Donc quand il se ramène pour défendre une maison, mais qu'il y a des bouteilles pour le barbecue à l'extérieur, vous savez, c'est un danger supplémentaire et qui alimente le feu, évidemment.
Qui complique évidemment la situation. Nouvelle nuit très compliquée également, je vous le disais, à Biscarrosse. C'est l'autre feu qu'on suit évidemment avec beaucoup d'attention. Biscarrosse, où aux dernières nouvelles, on nous indiquait que le feu avait atteint le bourg. Une centaine d'habitations, donc visiblement, a été touchée. Ça se passe dans les Landes. Cette fois, le feu s'est déclaré hier en fin de journée avec là aussi un plan d'évacuation inédit. Dès hier soir, des milliers de personnes appelées à fuir. 600 sapeurs-pompiers toujours mobilisés sur ce terrain. Et là aussi, la situation est jugée encore cet après-midi défavorable. Le feu donc a touché une centaine d'habitations. La priorité est toujours donnée à la vie. 18 000 personnes ont été évacuées en moins de 24 heures. Et vous en faites partie, Leslie Lemonnier, bonjour. Vous avez rejoint Bordeaux au petit matin après une nuit rocambolesque. Racontez-nous les dernières heures que vous venez de vivre. Oui, bonjour. Effectivement, on a vu l'incendie démarrer hier en début d'après-midi. On l'a vu prendre pas mal d'ampleur, mais on n'a, je pense, pas réalisé vraiment à quel point ça allait être important. Et en fait, au fur et à mesure de la nuit, ça n'a fait qu'augmenter. On a accueilli des personnes qui ne pouvaient plus respirer chez elles sans même avoir été évacuées par les autorités locales. Et à 5h30, 6h du matin, on a pris la décision de partir parce que ça devenait trop dangereux. Mais c'est vrai qu'on a eu assez peu d'informations de la part des autorités locales. Et là encore, on en sait encore très peu. On a réussi à partir, mais voilà, on est assez en colère. Contre les autorités locales, mais aussi contre un peu ce gouvernement qui est à moitié climato-sceptique, dont les priorités sont quand même surtout de ne pas se préoccuper du climat et surtout de se préoccuper de combien d'immigrés ils vont pouvoir refouler à la frontière. Alors que quand même, aujourd'hui, on est en 2026, j'ai l'impression que le problème, il est assez clair et on a les solutions pour lutter contre le réchauffement climatique, contre ces incendies qui ont lieu à répétition depuis plusieurs années. Et on a les outils, on a les experts du GIEC, on a les rapports, on a les solutions qui pourtant ne sont pas mises en œuvre. Et ça met quand même vraiment assez en colère parce que les solutions sont là et on a un gouvernement qui sciemment décide de ne pas les mettre en œuvre. On voit que, par exemple, Total fait des milliards de bénéfices. En 2026, ces bénéfices ne sont même pas taxés en France. Ça pourrait financer la lutte contre le réchauffement climatique. Ça ne l'est pas. Et ouais, ça met très en colère, quoi. Leslie Lemonnier, des moyens qui sont quand même mis en œuvre. On entendait tout à l'heure Laurent Nunez qui est au plus près sur le terrain depuis ce début de semaine. 1200 hectares, je le disais, de ravagés par les flammes au niveau de Biscarrosse jusqu'aux portes de la ville. Vous avez été contraint de quitter votre maison. Est-ce que vous avez des nouvelles depuis? Je parlais de ces habitations, une centaine d'habitations touchées par les flammes. Est-ce qu'on communique avec vous ou plus du tout? Non, pour l'instant, enfin, pas du tout, ni plus ni pas. Pour l'instant, on n'a eu aucune information. C'est nous qui avons décidé de partir parce que on sentait que ça devenait vraiment trop risqué. Mais voilà, encore une fois, débroussailler autour de chez soi, c'est chouette, mais ça suffit pas. C'est pas ça qui va régler le problème, quoi. Donc, si on n'a pas des vraies politiques qui se mettent en œuvre pour lutter contre le réchauffement climatique, en fait, ça servira à rien de débroussailler. On pourra débroussailler toutes les forêts et tous les alentours d'habitation qu'on veut, ça changera rien. Ça fait que s'empirer. Enfin, ça fait quand même plusieurs années qu'on a ces incendies à répétition qui grossissent. Et on a un gouvernement qui joue les étonnés à chaque fois et Laurent Nunez qui sort avec des chiffres. Enfin, c'est absurde, quoi. Christian Pinaudot, je vous voyais réagir à ces propos. Le débroussaillement seul, ça ne change pas la donne, ça ne suffit pas s'il n'y a pas une réelle volonté politique. Ça, c'est intéressant. Une Française qui nous dit, là, on est dans le réchauffement climatique, ça ne peut pas être plus concret. Est-ce que les Français ont cette conscience, peut-être plus que les années d'avant, que le réchauffement climatique, aujourd'hui, est un vrai sujet? C'est pas aujourd'hui, c'est indiscutable le réchauffement climatique. Moi, j'ai travaillé dans le milieu forestier, ça fait 30 ans qu'on le voit. C'est indiscutable, pourtant c'est plus une priorité. Alors, attendez, parce qu'on mélange tout là. Alors je comprends la colère de cette jeune femme, surtout qu'elle a été obligée d'évacuer sa maison qui est menacée par le feu, très bien. Mais si personne ne met le feu, il n'y a pas de feu. Ça n'a aucun rapport avec le changement climatique, ça.
hein. Donc je voudrais bien qu'on fasse... si on veut, c'est comme la maladie, si vous ne traitez pas les vraies causes, vous ne guérirez pas, n'est-ce pas? Donc cette dame, elle a raison quand elle dit que en matière de prévention, il n'y a pas de politique suffisante. Alors là, je signe totalement. Mais si l'homme ne met pas le feu, j'ai jamais vu des arbres se mettre le feu entre eux, et j'ai jamais vu les arbres s'enflammer sous l'effet du soleil. De façon volontaire ou involontaire, Oui, mais... d'ailleurs, hein, parce que ce sont souvent de gestes, gestes simples qui provoquent ces désastres. Hein. Oui, mais là, les deux feux, là, viennent le premier, ça vient d'une débroussailleuse qui fait des travaux pour la société Enedis, alors que tous les travaux, toutes les entreprises forestières ont une interdiction de travailler pendant Et puis là, il y a une entreprise qui le fait. Donc ça va lui coûter, je pense, assez cher. Ensuite, si vous allez dans les Landes, c'est un fourgon, un accident qui a pris feu. Qui prend. Voilà. Donc ça, c'est pas le réchauffement climatique. Non, ça, mais le réchauffement climatique accentue et aggrave la situation. C'est un facteur aggravant, mais c'est pas la cause. Et si on veut traiter le vrai sujet, c'est par la cause qu'il faut commencer. Et il faut savoir aussi que les feux provoqués par l'homme sont les plus grands feux. On n'en est qu'au début de l'été, j'ai envie de dire. Oui. La saison s'annonce longue, déjà très éprouvante pour les pompiers. On avait les syndicats de pompiers hier sur cette antenne qui disaient qu'ils sont déjà lessivés, nos hommes. Ils essayent d'œuvrer tant bien que mal avec les moyens qu'ils ont là aussi, parce que c'est aussi un sujet, les moyens mis à disposition de nos soldats du feu. Les priorités pour vous, quelles sont-elles aujourd'hui? Vous parlez de prévention. Quelle priorité alors que l'été va encore durer plusieurs semaines? Là, de toute façon, l'urgence, c'est la lutte. Hein. Je vais pas... débroussailler autour de la maison aujourd'hui, c'est un peu tard. On n'a plus que les yeux pour pleurer, si j'ose dire. Mais il n'y a pas une prévention encore à mettre en place, en œuvre, une communication à faire dans les localités du Sud, par exemple, où il y a une grosse sécheresse. Respecter toutes les consignes à minima données par les pompiers, hein, à savoir qu'il ne faut pas faire de barbecue dans le jardin, il ne faut pas faire de travaux même de bricolage ou dans le jardin chez soi, il faut que les préfets interdisent la circulation dans les massifs forestiers les plus risqués. Et déjà, si on fait ça, ça limitera un petit peu les risques. Mais... Merci. Merci beaucoup. Merci Christian Pinaudot, des gestes simples qu'il est peut-être bon de rappeler. En bref, parce que cette demi-heure touche à sa fin, au moyen